Le seul moyen de se démarquer de la masse, c'est, faire différemment des autres, avoir un mécanisme de différenciation, aller à contre-courant, mais en te donnant toujours beaucoup de valeur. Donc en fait, avoir, de l'authenticité, ta propre personne, en fait, qui se démarque, et qui est un peu plus clivante aussi. Donc en fait, avoir un ennemi commun, avec, ton audience. Donc je préfère travailler pour des mecs qui vont m'apporter réellement quelque chose. Et le deuxième point, c'est que faire de l'accompagnement aussi, tu te rends compte qu'il y a que 20 des gens qui vont appliquer réellement ce que tu dis, tu vois? 90 des gens sont pas capables de tenir plus d'un an dans un business. Salut à toi et merci de nous rejoindre pour ce deuxième épisode du podcast Build Different. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Leroc, qui est le cofondateur de l'agence Attract. Donc, c'est la meilleure agence pour faire ton profil LinkedIn et pas que, parce qu'il s'occupe de toute la partie branding sur bien des aspects. Nous, chez Piclam, ils nous ont énormément aidés. Je le recommande à tout le monde. Et en plus de ça, il n'a pas que cette casquette à son attirail. Il est aussi capable de faire énormément de choses dans tout ce qui est IA et automatisation. Donc, ça va être le sujet et on va te donner avec lui des conseils concrets sur ce que tu peux appliquer dans ton business. Johan, merci de me rejoindre pour cet épisode. Est-ce que tu vas bien? D'où est-ce que tu bosses? OK, bah, merci, pour cette intro, très glorifiante. Merci beaucoup, tu m'as bien saucé. Bah, écoute, je vais bien. Je te remercie, de m'inviter sur ta chaîne, c'est super cool. Ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Donc là, c'est cool puisque tu as ce podcast-là et je suis content d'être le deuxième invité, je te remercie. Et Avec plaisir. hem et donc là, bah, je parle depuis l'île Maurice. Donc là, je suis à l'île Maurice. Je peux pas te dire qu'il fait beau aujourd'hui parce que j'ai énormément de rafales de vent et de pluie. J'espère juste qu'on va pas se faire couper parce qu'il y a des orages. Mais voilà, donc à Maurice, expatrié à Maurice depuis un peu plus d'un an maintenant, heu développeur, j'ai, depuis 15 ans, j'ai une agence, voilà, tu as bon, on aura peut-être l'occasion d'échanger là-dessus, mais Ouais. voilà. OK, top, top. Ouais, on reviendra aussi sur ton, parcours de développeur parce qu'aujourd'hui, concrètement, tu n'es plus développeur dans l'entreprise comme tu l'as pu le faire pendant des années en freelance ou, même avant sous autres, contrats. Mais aujourd'hui, donc tu as cette agence, donc Altrac sur la partie design. Ça nous intéressait parce qu'on va pouvoir parler ensemble de l'importance du branding aujourd'hui, dans cette ère de 2026 où il y a énormément de bruit, à la fois sur les réseaux, énormément de concurrence sur internet et pour se démarquer, donc le branding est très important. Alors, première question, je vais te poser la même question que j'ai posée à Mathias la dernière fois. C'est quoi le truc que tu aurais aimé savoir et mettre en place 3 ans plus tôt dans ton business? Heu, ouais, voilà. OK, question intéressante. Le truc le plus important? Ouais. OK. S'il y avait une chose que tu Hem, pouvais te dire: «Ça, si je l'avais mis 3 ans plus tôt, ben je serais encore plus loin aujourd'hui». je pense que le contenu, dans tous les cas, le contenu parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de scale, beaucoup plus vite sur des pivots. En fait, Mmh. donc en fait, si j'avais commencé encore 3 ans plus tôt, enfin le contenu, j'ai déjà commencé il y a 3 ans, mais j'aurais dû me faire une stratégie beaucoup plus solide et avancer sur LinkedIn et YouTube en même temps, en fait. YouTube, trop puissant, Ouais, trop puissant. je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, c'est pour ça que moi j'y suis aussi. Hem, Ça a un impact. En fait, c'est le 2e moteur de recherche YouTube concrètement après Google. Ouais, Donc clairement. c'est, Ouais, mais en fait, j'ai c'est hésité important. entre 2 choses, en fait, pour être OK, tout à fait transparent. C'est, contenu et network. Ouais, OK. Ouais, network, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Le network et je mettrais ads en troisième. Moi, j'ai donné 3. Allez, 3, les 3. C'est vrai que mais d'un côté, le contenu apporte aussi le network, non? Oui, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est pas le seul moyen d'arriver à avoir du network, mais ça t'aide, forcément à en avoir parce que plus tu es gros, plus tu peux contacter des gros, plus les gros connaissent d'autres gros et en fait, plus tu as une crédibilité. En fait, on en revient à la personal brand, on en revient à plein de sujets, mais le network, c'est ton net worth comme dirait, monsieur Mozy et Pas faux, je le vois aujourd'hui. pas faux, pas faux. OK, et du coup, si on traduisait un peu ça en impact en termes de chiffres, que ce soit de la visibilité ou même du chiffre d'affaires, de vraiment ce que ça a apporté, le fait de Mmh. communiquer sur, les réseaux sociaux avec une marque, du coup, avec une brand bien définie, une identité personnelle, une image de marque, hem, quel est cet impact d'après toi? Comment tu pourrais le chiffrer? Alors pour être tout à fait transparent, tu vois, genre j'ai commencé sur LinkedIn, il y a presque 3 ans maintenant. La première année, j'arrivais pas à, tu vois, genre à faire trop de chiffres, c'était Coding Crew à l'époque, formation, pour aider les gens à faire du Rea enfin à apprendre React.
On commençait le marketing, j'étais nul en marketing, donc c'est là où j'ai vraiment appris, plein de choses. Donc j'ai vendu un peu sur de la formation et cetera, en créant du contenu. Et ça m'a permis surtout d'apprendre à voir une audience et à la monétiser, mais sauf que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai pas récupéré les mails alors que j'aurais pu faire beaucoup plus. Donc en fait, Ouais, ça c'était un peu ouais, un échec d'un point de vue ouais. résultat et objectif que je m'étais fixé. Par contre, gros succès sur les pivots d'après parce qu'en fait, ce que j'ai construit sur cette première année, même si c'était pas aussi fructueux que ce que j'aurais espéré, mais comme j'étais développeur encore, à côté, c'était un side, on va dire. OK, ouais, Ça m'a permis de préparer la rampe de lancement pour les années qui ont suivi, en fait. d'accord. Ouais, ça a permis de prendre l'expérience, connecter avec des premières Ouais, personnes et faire le ouais, taf. c'est ça. Première année, c'était la moins intéressante parce que c'est celle qui commence. Par contre, c'est celle qui a permis, après à faire mon pivot, où j'ai aidé les freelances. Parce qu'en fait, en faisant du contenu pour former les devs, bah, j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Bah, ouais, mais moi, je suis content d'apprendre la technique, mais je sais pas comment trouver des clients». Donc en fait, ah OK, il y a un Ouais, besoin. Donc j'ai découvert un nouveau besoin. Ces gens-là m'ont dit: «Bah, je suis prêt à te payer pour, que tu m'aides à trouver des missions». Et du coup, comme je savais le faire et que ça faisait, tu vois, genre 13-15 ans que je faisais ce métier et que ça faisait 11 ans à 12 ans de freelancing que je faisais, donc en fait, je savais les leviers, en fait, à activer. Bah, ces gens-là me payaient pour que je les accompagne. Donc en fait, j'ai fait un business d'accompagnement malgré moi pendant un an et demi. Donc ça oscillait entre, 7 000 à, tu vois, genre, le meilleur mois que j'ai fait, je crois que c'était 30 000 sur de l'accompagnement. OK. Donc en fait, en un an et demi, tu vois, genre ça oscillait entre, ouais, 7 000 à 8 000 € à, 30 000 € le meilleur mois. Je faisais pas 30 000 tous les mois, mais j'ai dû faire, en moyenne 15 à 16 000 € sur de l'accompagnement. Donc en fait, ça m'a remplacé le business de freelance, tu vois? Donc là où en freelance, je faisais ces chiffres-là. Après, j'avais un peu de charges parce qu'il y avait quand même, des coachs à payer parce qu'après, si tu veux scaler, tu es obligé aussi de déléguer, ça on en parlera aussi. Ouais, Mais n'empêche que voilà, le contenu m'a permis de faire ça et encore j'avais zéro base mail. C'est la grosse connerie que j'avais fait, j'ai toujours pas récupéré de mail. Donc ouais, avec des mails, j'aurais fait beaucoup plus et après, j'ai arrêté l'accompagnement, mais comme j'ai continué le contenu cette deuxième année, bah, la troisième année quand j'ai pivoté pour faire Attract, bah, le premier mois, j'ai direct fait 15 000 balles, tu vois? En fait, d'accord. le Mmh. ouais, le levier est insane. Genre en termes de l'audience, en fait, c'est ce qui va te permettre de même si tu pivotes, de refaire du cash, à condition que l'audience en question soit intéressée par le service que tu proposes. Bien sûr, toujours. Ouais, c'est essentiel ça. OK et du coup si, ça c'est un petit peu la question un peu signature, que j'aime bien. Si on doit traduire ça et transposer, cet impact sur toi qui est dans du business, du coup digital, à un dirigeant de Mmh. PME, quelqu'un qui est dans, je sais pas, dans le bâtiment, qui est dans l'industrie, qui fait un certain chiffre d'affaires, qui a des salariés et lui, il a jamais vraiment touché LinkedIn de sa vie. En fait, j'en croise énormément qui ont un compte LinkedIn et qui ne créent pas de contenu, qui n'ont pas de réelle identité de marque, même au niveau de l'entreprise. C'est très peu développé, très peu mis en avant. Hem, Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ça donnerait quoi chez lui concrètement en impact? Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, plus le marché évolue, plus il est sophistiqué, plus les gens vont regarder ce qui se fait, à la concurrence. Donc en fait, ils sont conscients d'avoir un problème, que tu es là pour le résoudre, mais que du coup, ils savent aussi qu'il y a des solutions qui existent et que c'est pas que toi, en fait, qui peut résoudre ce problème. Donc ça veut dire que là, sur LinkedIn, tu es un peu, tu vois, genre quand la personne va chercher, par exemple, un lead sur LinkedIn ou même sur Google, il va aller comparer les différentes offres. Donc Ouais. ce qu'il faut se dire, c'est que la personne qui ne te connaît pas, ou qui a jamais dans son entourage eu de personnes qui ont fait appel à tes services, la seule chose qu'il a, c'est la valeur perçue qu'il a de toi, donc ton packaging, ce que tu montres, ce que tu es capable de montrer, avant que la personne, vienne faire appel à tes services. Donc, les réseaux, les avis, heu, tous les points de contact que tu veux, mais, voilà, en gros, si tu n'as pas autant, que les autres, bah, tu vas perdre. Si tu as autant, voire plus ou et qu'en plus c'est plus quali, bah, tu gagnes. En fait, c'est toi qui choisis et en fait, le but du jeu, c'est d'être le choix obvious, tu vois? Genre le choix, qu'il faut absolument, prendre parce qu'en fait, quand on te regarde toi et un autre, on se dit: «Bah, c'est évident que c'est lui le mieux, en fait». C'est ça paraît con, mais si tu as du contenu, que tu partages de la valeur,
que tu as un beau packaging, ben, on se dit, si je vais faire appel à ces services, bah, ça va être quali, quoi. Et même quand tu C'est fais ça. des ads ou du cold emailing, peu importe, moi je le dis parce que j'ai des clients qui viennent me voir et qui avaient pas besoin de LinkedIn, hein, pour, faire du cash. Donc j'ai un client, il faisait, plusieurs millions, par an, un gros client. Il est venu sur LinkedIn parce que les clients, qu'il avait, via du cold emailing, bah, allaient vérifier sur LinkedIn qui il était et cetera et qu'en fait, ils avaient pas de trucs cohérents, c'était éclaté et en fait, par rapport, à ce qu'ils font, en fait, ils avaient une valeur perçue, vraiment éclatée et les gens allaient à la concurrence. Donc en fait, ils ont été obligés de soigner leur présence sur les réseaux. Et c'est Ouais, pas ça fait LinkedIn leur sens. levier d'acquisition, mais c'est ce qui vient asseoir leur autorité. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des canaux d'acquisition qui sont autres, être dans un business physique avec, comment dire? Du business, on va dire, très localisé. Mais LinkedIn, ça peut être un gros moyen de d'asseoir une confiance et une autorité pour aller chercher d'autres contrats. Ouais, peu importe les réseaux, hein, à partir du moment où ta boîte nom par exemple, si vos là, par exemple, je parle pour, certaines niches business typiquement où ce sont des gens qui sont pas forcément sur LinkedIn, mais qui peuvent être sur Facebook, bah, ça vaut le coup de soigner son Facebook, hein. Ouais. Hem, Je comprends. Moi, j'ai envie de dire, aller LinkedIn après c'est la base quand tu fais du B2B ou même du B2C, c'est que c'est un réseau professionnel. C'est là où tu as le plus de présence en termes, d'activité et business. Donc en fait, à minima, j'ai envie de te dire LinkedIn, c'est la base, mais après, allez soigner les réseaux dans lesquels là où vos clients sont, en fait. Ouais, ouais, exactement, c'est important. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus sur, toi, ton parcours. Comment tu en es arrivé justement à Mmh faire mh. Attack? Parce que comme on l'a mentionné juste avant, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'au fil de la conversation, ça sorte un peu tout seul. Donc tu as été, développeur en salarié, tu as été énormément en freelance, tu as fait de la formation en ligne pour aider les gens à développer, vu que toi, tu étais très bon développeur du coup. Ensuite, tu as fait du coaching pour les aider à trouver des missions et ensuite tu en es venu à Attract et aujourd'hui à faire encore, d'autres choses sur la partie business marketing, on va dire. C'est quoi le cheminement en quelques minutes là comme ça, où tu t'es dit: «Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire»? C'est quoi cette itération, ce processus qui t'a amené jusqu'à ça? OK. Moi, je dirais que c'est la curiosité, de base, qui a tout drivé. Heu, Par exemple, pour donner un peu le parcours, donc moi, j'ai eu un parcours, d'études assez catastrophique, j'étais jamais très, très bon. En gros, j'ai toujours été, ah p yes, désolé, ça a coupé avec l'orage comme j'avais prédit, on va faire avec. Désolé pour le cut. Du coup, pour répondre à ta question, alors, ce qui m'a en gros études catastrophiques, enfin catastrophiques, j'ai redoublé ma seconde et j'ai refait, une autre licence, donc en fait, j'avais 2 ans de retard au final à la fin de mes études. Hem, J'étais toujours dans la moyenne, mais moyenne, tu vois, genre, bas, haut, moyen, bas, tu vois? Genre c'était pas fou, Ouais. parce qu'en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Une fois que j'ai trouvé un peu la vocation, je savais que je voulais faire un truc dans l'informatique à peu près, donc ça, c'était à peu près carré. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était construire des choses, imaginer, tu vois, genre de partir de zéro pour créer trouver des solutions à des problèmes. En fait, peu importe le métier que je faisais, moi, j'étais un peu comme ça et et donc en fait, j'ai fait de l'alternance, donc ça a débouché après sur du salariat. En fait, j'ai fait, grand maximum 3 ans de salariat, mais pendant le salariat, j'avais déjà commencé avec une micro-entreprise à faire du freelancing et je connaissais personne qui faisait ça autour de moi. C'était pas très répandu, au tout début quand je faisais ça. Donc j'ai commencé à faire mes dents en fait, le soir et les week-ends, en freelancing avec des clients que j'arrivais à trouver, via du réseau, et sur LinkedIn. En fait, j'ai envoyé des DM à cette période-là et même j'avais des gens qui venaient me contacter en fait naturellement. Donc en fait, je faisais pas mal d'appels et donc ça marchait comme ça. Donc en fait, ça a pris un peu, tu vois, genre quasiment tout mon temps. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je commence à gagner je gagne même beaucoup plus en fait en travaillant le soir et les week-ends qu'en étant salarié. Donc en fait, ça a plus trop de sens d'être salarié. Donc tu vois, alors déjà, je suis cassé du salariat. Donc ça s'est arrivé à très vite, hein, tu vois? Genre, donc ouais, j'ai fait beaucoup de freelancing comparé à ce que j'ai fait en salariat et une fois que j'ai commencé le freelancing, après j'ai travaillé pour des startups, des PME, des banques, après j'ai travaillé dans la crypto aussi et donc en fait, c'était des milieux où tu pouvais vraiment avoir le champ libre
sur, les actions, les choses à mettre en place. Donc en fait, c'était très dynamique et il y avait pas d'IA à l'époque, hein, donc en fait, on codait tout à la main. Mais moi, j'adorais un peu, tu vois, genre, il y avait une solution à faire, il fallait que ça soit le plus vite possible et en essayant de faire le truc le plus quali possible. Et en fait, voilà, c'était toujours, moi, je faisais beaucoup de veille techno à cette époque-là, donc je regardais quasiment tout le temps des vidéos sur le dev, sur, l'entrepreneuriat, heu, très orienté, enfin dev, orienté business, tu vois? Genre pas trop, Ouais, je vois. Mmh. dev pour dev. Donc c'est Mmh. pour ça que j'ai commencé un peu à mûrir là-dessus. Mais pour moi, le seul, moyen de faire de l'argent à l'époque, c'était de créer une start-up, de faire des levées de fonds, tu vois? Genre pour te montrer le Ouais. mindset, c'est que je me disais: «C'est pas Ouais, après possible en fait de c'était faire la autrement». tendance à l'époque. Ouais, Startup Nation, C'était le truc qui était le plus sur les poussé à licornes. l'époque. Aujourd'hui, moins, mmh. Aujourd'hui moins, mais toujours un peu quand même, la France, c'est très comme ça. Donc j'étais biberonné à ça, à The Family, tout ça, qui était très bien, hein, mais j pour moi, c'était la seule, façon de réussir dans le monde de la tech. Et donc j'ai lancé, plusieurs projets, hein, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde des réseaux sociaux, que ce soit j'ai développé pas mal de choses et en fait, je me suis rendu compte que le le monde des réseaux sociaux, c'est bien, mais putain, en fait, pour avoir une traction et en plus faire de l'argent, donc il faut vraiment beaucoup de volume. Donc en fait, je perdais du temps. En fait, je développais plus des choses qui me faisaient plaisir que des choses qui avaient vraiment un but business, tu vois? Genre un but, Ouais. j'avais vraiment pas la vision, market, quoi, genre, dans les premières années. Et à force de crocher dedans et tu vois, genre depuis 3 ans, en fait, je fais du market maintenant. Donc en fait, sur la période totale, ça reste quand même minoritaire par rapport au nombre d'années d'expérience que j'ai. Donc en fait, le marketing pour moi, c'est venu assez tard et malheureusement, j'aurais voulu savoir en faire bien plus tôt parce que c'est ce qui rapporte vraiment, en fait. Si tu veux faire du gros cash, c'est pas la tech, c'est vraiment Mmh. le market. Et donc C'est voilà, ouais, donc du c'est comment coup, tu vas le jeu distribuer ton service. c'est ça. Donc du coup, bah, c'est là où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai voulu vendre ma première formation sur le code. Donc, aux devs, déjà, la niche des devs, c'est assez particulier. C'est pas des gens qui aiment bien acheter, de base Ouais, et en plus de ça, ce sont des compliqué. gens qui aiment Mmh. bien toujours tout faire par eux-mêmes. Donc en fait, je partais pas avec quelque chose de facile. Donc il faut vraiment faire du volume, tu vois? Genre si tu veux vendre et en fait, le truc, c'est que, bah, voilà, j'avais pas assez de en fait, j'ai commencé à essayer de vendre quand j'avais une solution finie. Premier problème. J'aurais dû essayer de vendre avant de faire la solution. Tu vois? Genre, la plateforme, quoi que ce soit. Et voir si déjà il y avait un intérêt ou créer déjà du contenu gratuitement sans essayer de vendre quoi que ce soit au début, tu vois? J'aurais anticipé et pas me dire: «OK, je vais vivre de ça et vendre ça». Donc c'est pour ça que là, je me suis rendu compte, OK, il y a réellement une barrière à l'entrée. Cette barrière à l'entrée, c'est, l'audience, la visibilité. Donc tu peux compenser ça avec des ads, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué les ads parce que c'est, Mmh. la sophistication du marché, le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence maintenant, que la barrière à l'entrée maintenant, elle est beaucoup plus faible aussi avec avec l'IA, en fait, juste pour générer, tu vois, genre même les séries, les vidéos et tout ça. Je sais pas si tu as entendu l'orage? Ouais, c'est énorme. Ouais, je pense qu'il est tombé juste à côté de chez moi. Tu m'étonnes qu'on ait été, Ah là, ouais, coupés. Donc ouais, donc voilà, donc en fait, ça c'était rigole ça pas. le cheminement. C'était ça le OK. cheminement et le but, après pour moi, ça a été de me dire: «OK, c'est bon, je sais développer, il y a l'IA qui arrive, je sens le truc venir». Les gens ont du mal à trouver des missions et ça va pas s'arranger. Donc j'ai des gens qui viennent me poser des questions plus sur comment trouver des missions plutôt que sur de la tech. Donc bah, OK, je vais aider ces gens-là et ça a marché. Donc en fait, j'ai aidé de plus en plus de gens et c'est comme ça qu'en fait ce business est venu à moi, en fait. Donc en fait, plutôt que de me forcer à aller dans un business, dans une direction, c'est plutôt le marché qui m'a dit: «C'est ça dont on a besoin». Bah, du coup, c'est ça que je vais vendre. Ça, c'était le 1er Ouais, raisonnement. c'est ça. Donc ça, c'était, Joan Code, l'accompagnement et donc j'ai fait la chaîne YouTube aussi avec ça. Donc ça a plutôt pas mal marché. Donc LinkedIn plus YouTube, c'est un bon combo pour, gagner en autorité et avoir de plus en plus de gens qui me suivaient et en fait, là, ça m'a saoulé, en fait, tout simplement de faire de l'accompagnement parce que moi, je suis un peu un gars qui tryhard, quand j'ai un truc en tête, un objectif en tête, j'aime pas, patauger, au même moment, au même endroit, toujours, trop longtemps, tu vois? Donc oui, j'adore, aider les freelances à passer à la next step, mais du coup, quand tu dis à chaque fois tout le temps la même chose
qu'en fait, tu restes bloqué sur du freelancing ou des salariats qui veulent passer en freelance. Moi, ça fait 15 ans que dans ma tête, je suis passé à l'action déjà. J'avais l'impression de stagner et en fait, moi, j'ai envie de me rapprocher Ouais. des clients qui font ce que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc je préfère travailler pour des mecs qui vont m'apporter réellement quelque chose. Donc et le deuxième point, c'est que faire de l'accompagnement aussi, tu te rends compte qu'il y a que 20 des gens qui vont appliquer réellement ce que tu dis, tu vois? Donc en fait, est-ce que j'avais envie de vivre, Ouais, de ça, tu c'est ça. vois? Et Mmh. sachant pertinemment qu'à chaque fois que je faisais un appel, j'allais vendre en fait une presta, le gars, j'allais l'accompagner, mais de toute façon, il allait abandonner au bout d'un mois, tu vois? Parce qu'en fait, il y avait quand même pas mal d'efforts, de barrières à l'entrée. Donc il y a les côtés éthiques et donc là, je me suis dit: «OK, bah, là, on fait du positionnement, on aide les gens à trouver des missions sur LinkedIn. Qu'est-ce qui leur manque et que le marché ne fait pas bien et ce dans quoi moi je peux apporter une expertise, différenciante?» Bah, c'était sur, le positionnement plus visuel, plus copywriting des profils LinkedIn pour, gagner en valeur perçue, trouver des meilleurs clients et cetera. Donc c'est là que j'ai commencé à tester sur mes propres élèves la solution. Donc j'ai fait Attract Mmh. Ouais, je m'en souviens. Mmh. et en fait, ça a fait direct, l'effet en fait de fou. Et premier mois, j'ai eu tellement de demandes en fait. Je crois que j'ai vendu pour 15 000 € de prestations. Donc en fait là, j'avais, mon frère qui travaillait avec moi sur la partie design. Moi, je faisais tout le reste, donc la vente, le marketing, copywriting, positionnement et les appels, de suivi avec les clients. Donc on faisait, 50-50 et en fait, j'ai fait évoluer le truc. Après, j'ai pris quelqu'un pour faire le copywriting, donc j'ai augmenté mes prix. J'ai pas arrêté d'augmenter mes prix et donc on a amélioré l'offre. Et en fait, maintenant, on a 4 prestats. Il y a ma femme maintenant qui s'occupe de toute la partie, neuromarketing, suivi client, les équipes. J'ai Clément et Raphaël qui travaillent donc, respectivement sur, chefferie de projet, copywriting et heu du coup, Raphaël sur la partie design. Donc en fait, ouais, ça a changé complètement de dynamique. C'est passé d'un truc, c'était un proof of concept, tu vois? Genre, du coup, j'ai validé le PMF, donc le marché, l'offre et donc du coup, après, je suis passé vite à recruter les gens. Et donc, avoir un système un peu délégué, un peu comme drop servicing de Wiki, dans l'idée et voilà. Donc j'en suis là aujourd'hui et à côté, pour, finaliser ça, c'est que là, j'ai en plus d'Attract, donc l'agence qui tourne, maintenant, avec ma femme, que je délègue de plus en plus à ma femme. Là, le but, c'est de vendre mon expertise en IA, automatisation, en mode consulting ou à des clients parce qu'en fait, c'est là où j'ai aussi un gros levier. Donc, maintenant que je sais me vendre et faire du marketing et du réseau. Mon but, c'est de faire scaler, comme ça, mon business, tu vois? Genre avoir les 2 partie, brand opérationnel en mode agence déléguée et moi qui fais du high ticket, genre pour des clients, en consulting ou en done for you, tu vois? Ouais, je vois, ouais. OK, top. Intéressant, intéressant. Et du coup, si on revenait à LinkedIn, parce qu'on en a parlé pas mal, c'est quoi le truc que tu vois, ça fait un moment que tu as cette expertise-là, tu vois qui est récurrent et qui t'énerve? Que les gens font? Bah, je pense que les gens pensent que c'est que du visuel déjà, ça c'est le 1er truc qui m'énerve. Voient pas l'importance du choix des mots, c'est le deuxième truc qui m'énerve. Ouais. Je dirais et le 3e truc qui m'énerve, c'est que les Expert gens en comprennent pas transformation l'importance digitale. de ouais, non, c'est ça. Donc en fait, les mecs, ils Ça mettent des veut mots rien dire. bullshit. Ils Mmh. réfléchissent pas, en fait, à quelle topologie de clients ils veulent voir arriver sur leur, profil et ils raisonnent leur profil comme un CV et pas comme une landing page. Ils vont faire des trucs soit moches, éclatés, en fait, valeur perçue complètement, enfin, juste nulle. On comprend pas ce qu'ils font. En fait, c'est 99,9 du marché, tu vois? Je veux dire, rejoins le top 0,1 ou top 1 ou top 10 et encore je suis gentil, tu vois? Quand je dis ça, vraiment très gentil. Parce qu'en fait, les profils sont tous vraiment nuls, en fait. C'est pas compliqué de produire quelque chose de bien sur LinkedIn quand tu as les bases donc nous, on s'est spécialisé là-dedans et tant mieux. Mais en fait, tu te rends compte que, voilà, les gens n'ont aucune culture de c'est quoi qui convertit? Moi, ça fait 3 ans que je bouffe ça, donc en fait, forcément, bah, il y a un moment donné, je sais pourquoi on utilise tel ou tel mot, surtout qu'on fait du neuromarketing aussi, ma femme surtout. Hem, donc on est capable de dire: «Bah, tel mot, ça va mieux convertir que tel autre mot pour, ta cible, ton client et ce que tu fais».
encore un éclair. Hem, donc ouais, ça, c'est les 2 trucs qui m'énervent le plus et ils voient pas l'intérêt de créer du contenu, donc troisième truc qui m'énerve. Hem, Ouais. donc les gens pensent que: «OK, je vais rester passif, je vais juste rechanger du wording sur mon profil et faire une bannière éclatée sur Ouais, Canva, ça va me permettre de changer la donne dans mon business», tu vois? Et ils ont pas compris. ouais. Et c'est quoi la fréquence minimum que tu recommandes, pour poster sur LinkedIn? Pour le plus que tu peux, hein. Le plus que tu peux sans détériorer la qualité, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens fonctionnent, hein, et arrivent à avoir un business qui tourne, c'est qu'ils apportent de la valeur. Si tu es pas capable de dire des choses intéressantes, c'est que déjà de base, c'est que tu es pas si bon que ça. Heu et du coup, il faut que tu fasses, du travail sur, comment rendre intéressant ton contenu pour que tes clients viennent acheter chez toi, tu vois? Si tu es pas Mmh. capable de te Ouais, dissocier par rapport à la valeur que tu apportes sur le marché, c'est que ton produit il est pas assez bon et dans tous les cas, tu pourras pas scale en fait, organiquement parlant. ouais, ça va être compliqué. Bah, OK. complètement. Genre, Et le seul levier que tu as à la limite, c'est les ads, mais les ads, tu vas pas avoir un ROAS super élevé parce que, bah, ton positionnement, ta valeur perçue aussi sera éclatée, donc tu auras des résultats à la hauteur perçue, valeur enfin, à la hauteur de la valeur perçue que tu dégages. Tout est lié, en fait. ouais, c'est clair, Je donne un exemple, par exemple. clair, c'est clair. Moi, j'avais Genre, mmh, Célian fait de l'agence 1600, il fait beaucoup de cash, il fait que du bouche à oreille et de l'acquisition sur LinkedIn, c'est les 2 canaux. Il y a pas besoin de prospecter, il refuse même des clients et les gens négocient pas ses prix et le gars, il a la main enfin, il a 20 piges, quoi et qu'est-ce qu'il a fait de différent des autres? C'est que, bah, il travaille bien, il a de la preuve sociale, il le montre et son seul focus, c'est de délivrer une offre qui soit, mieux et de signer des gros clients et en fait, ces autres clients-là, bah, vont lui apporter une visibilité, une vitrine de malade et voilà, c'est tout. Genre, la secret sauce, c'est ça, en fait et de tenir sur la durée. Parce que lui, ça fait 4 ans qu'il fait ça, donc là, on peut regarder, on voit le haut de l'iceberg, on se dit: Ouais, tu te rends compte ce qu'il fait et tout, c'est assez ouf, Ouais, mais ça fait 4 ans que le mec, tu sais, au début, il vendait, des vidéos, éclatées au sol, à des tarifs réduits. Limite, il devait vendre du gratuit au début, comme tout le monde a fait pendant sa business. Mais aujourd'hui, tu vois, genre, il a continué et il s'est entouré, il a amélioré son offre et comme il a duré, bah, en fait, bah, là, maintenant, il met une soufflante à tout le monde parce que personne n'est la 90 des gens sont pas capables de tenir plus d'1 an dans un business. ouais, ça, c'est vrai, ça. Les gens abandonnent beaucoup trop vite en général. Ouais. «Ah, ça marche pas Et pendant 3 mois, je pour, change». continuer Ça dans marche cette pas pendant 1 an, ouais, il change. ouais, ouais, il faut patienter un peu plus et être capable de serrer la ceinture s'il faut. Avoir de la vision, c'est important. En fait, je pense que les gens n'ont pas de vision, souvent, ceux qui abandonnent. Ah bah, de ouf. Hem, Ça rejoint le positionnement, hein. avec ouais, avec l'arrivée de justement de l'IA sur LinkedIn, donc qui facilite la génération de posts, de commentaires et cetera. Mais sur l'aspect personal branding, sur l'aspect impact, sur la plateforme, à ton avis, ça va ressembler à quoi dans 3 ans? Qu'est-ce que ça va être, le futur de LinkedIn pour les dirigeants qui, eux, cherchent à du coup, à asseoir leur autorité sur la plateforme? Alors c'est dur, comme question parce que ça bouge pas mal et là, notamment concernant ces Mmh. news-là, LinkedIn est en train de faire des changements. Ils sont en train de traquer, tous les gens qui font des commentaires à l'IA, d'ailleurs qui me flinguent mon feed à moi, Ouais, et même mes posts, ouais. j'ai genre une vingtaine de personnes qui viennent commenter systématiquement à l'IA mes contenus. Du coup, en fait, au final, ça détériore, même, mon reach, mine de rien. Ça m'apporte plus de négativité que de positivité. Donc déjà ça, je pense qu'il y a moyen que les commentaires IA, se fassent tous striker, à terme. Si l'algo est suffisamment intelligent pour le détecter chez LinkedIn et je pense qu'un jour ils seront capables de le faire. Donc il y a ça, surtout si tu fais de manière récurrente. Mais sinon, moi ce que je vois, c'est que, bah, plus on arrive dans un marché, sophistiqué et moi je suis pas le seul à le dire, hein. Il y a Seth Godin, il y a Eugene Schwartz, voilà, c'est des Américains, qui ont pondu des livres très intéressants que je vous conseille de lire. Bah, ils le disent, le seul moyen de se démarquer de la masse, c'est, comme dirait, Seth Godin, la vache pourpre. Faire différemment des autres, avoir un mécanisme différenciant, aller à contre-courant, mais en te donnant toujours beaucoup de valeur. Donc en fait, avoir, de l'authenticité,
ta propre personne, en fait, qui se démarque, et qui est un peu plus clivante aussi. Donc en fait, avoir un ennemi commun, avec, ton audience, ça renforce, en fait, le sentiment d'appartenance avec tes ce qu'on appelle des fans, des hyper fans. Donc ce qui va faire que ça va générer encore plus de traction, plus de gens aussi qui vont te détester et donc du coup, venir te donner un coup de pouce en commentant ou en faisant des messages de haters. C'est là que tu vas devenir tu vois, genre toi-même, en fait. Genre et ça, c'est un truc aussi que je vois beaucoup de gens, quand ils viennent me demander ce qu'il faut faire sur LinkedIn pour percer et tout. Le but, c'est pas de copier quelqu'un, c'est d'être soi-même, mais tout en apportant, de la valeur et en fait, ça, le problème, c'est que la personal brand, c'est pas s'inventer un personnage, c'est, pour moi, être authentique. C'est là où les choses perdent. Ouais. Mmh. Tu parlais pas mal du coup de neuromarketing pour le copywriting Mmh mh. LinkedIn entre autres parce que c'est ce qui te concerne. Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi concrètement et donner des exemples, d'un truc que personne ne fait au final et qui change tout sur cet aspect-là du neuromarketing? Ouais. Alors, le neuromarketing, en gros, ça va être, l'analyse comportementale et de profil de clients idéaux pour en arriver à un copywriting, parce qu'en fait, le marketing, c'est du copywriting, hein, qui va parler à cette cible-là. Je peux donner, par exemple, heu, un exemple qui peut être parlant, une Audi RS6. Si vous voulez vendre une Audi Ouais. RS6 aujourd'hui, c'est le break le plus puissant, au monde, le plus rapide au monde. Mais qui est aussi une voiture qui peut être familiale. Donc en fait, elle a double usage. Elle peut être, performante, à usage purement sportif, pour, quelqu'un de célibataire, qui est passionné de voiture. Mais ça peut être aussi pour le papa de famille ou la mère de famille qui aime bien les voitures, mais qui a quand même besoin d'un truc assez pratique et utilitaire pour, voyager avec les enfants et stocker des choses dans le coffre. Ces 2 voitures, enfin cette voiture-là, c'est la même, mais pour autant, l'angle marketing que tu vas avoir ne sera pas le même en fonction du profil que tu vises. Donc tu peux avoir effectivement le mec qui veut se la péter parce que, il est typiquement lui dans l'orgueil, c'est posséder quelque chose de cher. C'est quelque chose d'important pour lui et c'est quelque chose qui a, heu, vocation à montrer qu'il a réussi dans la vie, tu vois? Ça c'est typiquement dans le profil, orgueil et donc la majorité des gens qui vivent à Dubaï, je dis pas que c'est la plupart du temps, des gens qui sont que dans ce profil-là, mais tu auras plus de gens qui sont dans l'orgueil à Dubaï, par exemple, pour te donner un exemple. Qu'à Mmh. Maurice. À Maurice, Ouais. c'est plus des gens qui sont là en mode famille, ils sont moins bling bling et donc en fait, tu auras pas forcément le même profil, d'entrepreneur et donc en gros, hem, tu as tellement de critères en fait et donc en fait, le fait de savoir ça, c'est à qui je vends et comment je le vends, tu vas décrire ton objet, donc la voiture, de manière différente. Genre, tu vas avoir un angle marketing qui sera orienté pour vendre à des gens qui sont, dans l'orgueil. Heu, Où tu vas dire: «OK, bah, là, vous aurez, un truc que personne n'a, heu, très qualitatif». Hem, on va vous regarder en disant: «Waouh, le gars, il a la classe», tu vois? Genre, enfin et en fait, tu vas trouver tous les arguments et tous les bénéfices qu'apporte cette voiture, mais orientés, avec un copywriting qui va parler à ce type de profil et du coup, tu auras des meilleures performances en vente avec ce type de profil. Mais pour autant, le même discours marketing pour ce profil-là ne va pas du tout marcher pour, le père de famille qui lui en a rien à foutre en fait, peut-être qu'il aime un peu les perfs, mais c'est pas ça, c'est lui, ça va être plutôt, la sécurité. C'est est-ce que, j'ai par exemple une fixation ISOFIX, tu vois? Genre, pour le fauteuil de mon fils. Est-ce que les crash tests sont bons? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la voiture, elle tombe en panne ou pas? Et en fait et là, tu es sur un profil complètement différent. Pour autant, la voiture, elle est peut-être bien dans les 2, mais tu vas pas lister, les mêmes arguments, les mêmes Ouais. avantages pour vendre ce Mmh. ce truc-là. Et en fait, j'ai donné cette image-là parce qu'en fait, elle est assez concrète. C'est que pour le même produit, tu peux avoir des angles marketing complètement différents avec, pour les mêmes avantages que la voiture va te procurer, bah, une façon de le décrire différente. Et en gros, c'est ça qu'on va venir chercher. On va pousser le vice jusque-là pour savoir, OK, c'est quoi que la plupart de tes clients cherchent? C'est quoi leur douleur? Comment on peut affiner ce copywriting-là pour que cette personne-là soit en phase et en résonance avec toi? Pour donner un exemple, moi, je suis très dans la sécurité. Je suis dans le contrôle permanent. Je veux éviter justement qu'il m'arrive un problème et cetera, donc je vais tout anticiper et donc moi, dans mon vocabulaire, quand par exemple j'analyse mes appels de vente,
je suis souvent sur du vocabulaire lié à la survie et en fait, si j'ai quelqu'un qui est aligné comme moi à la survie et que mon offre, elle est aussi alignée avec ça, bah, le mec, il va se sentir, compris tout de suite. Il va se laisser, aller Ouais. dans la conversation parce que je j'ai le même vocabulaire que lui. Mais par contre, si je parle à un gars qui est pas du tout aligné avec moi sur le vocabulaire, moi sans le savoir parce que je me suis pas forcé à m'aligner avec la personne, mais il y a des gens qui sont capables de le faire. Bah, on va pas forcément trop bien se comprendre. En fait, j'arriverai peut-être à lui vendre, mais ce sera beaucoup moins Ouais. efficace que si j'avais utilisé le même vocabulaire que lui, les mêmes arguments Mmh. et que je suis capable d'analyser ça en live, tu vois? Ou même avant l'appel et donc ça, c'est ce qui va OK. driver tous les textes de ton profil, tous, les funnels que tu as. Parce que normalement, tu es censé avoir une LP par, offre, par produit, mais aussi, par profil, tu vois? Genre si tu veux aller, vraiment loin dans le vice, tu vois? Ouais. Donc voilà. Est-ce que OK. je sais pas si j'ai été clair? Parce que c'est assez, Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est assez clair. C'est OK. comme tu disais, donc le même produit, mais différents angles, de communication pour le mettre en avant en fonction de la cible, en fait, en fonction de à qui on s'adresse. Donc c'est ça le neuromarketing. Donc on étudie la cible, on étudie quels sont ses référentiels à elle, ce qui est important pour elle et on adapte, on va chercher dans notre produit ou notre service, en fait, ce qui va lui parler et comme ça, on est capable, avec un même produit, un même service, de toucher, plein de personnes, quoi. Ouais et il faut vraiment pas hésiter Hem, si vous avez des questions là-dessus, à venir DM ma femme, Mia Leroc sur, LinkedIn. Elle peut vous aider si vous avez des problématiques là-dessus, c'est sa spécialité. Elle parlera de neuromarketing bien mieux que moi et donc le truc que je voulais, préciser, c'est que ça s'applique à enfin plein d'environnements et nous, ce qu'on utilise, c'est la méthode SONCAS, SONCAS mmh, pour, donc à ça. sympathie, orgueil, argent, confort, hem, je me rappelle plus du dernier A et après sécurité. J'ai oublié. Tu as argent, Ouais. ouais, ouais, enfin bref, vous regardez, et c'est assez pratique. Et du coup, toi, là, l'acquisition de l'agence Attract, donc vous avez une offre productisée, qui est à je sais plus à combien elle est, 990 ou ça a augmenté entre-temps, je sais plus. 990, ouais. Ouais. 990, c'est ça, OK. 990 pour un profil LinkedIn qui est livré en 12 heures. Donc ça, c'est ce qui a marqué sur le site En et c'est ce que 72 vous heures, avez. 72 heures. Ouais. 72 heures, pardon, je me suis trompé. Ouais, c'est ça, 72 En heures. 12 heures, Hem, je vais transpirer là. 12 heures dans ces jours-là. S'il y a Ouais, là, beaucoup de monde c'est qui paye en même temps, c'est chaud. ouais, là, c'est Et hardcore. aujourd'hui, vous avez une expérience du coup, plus de 150 profils livrés quand même. Il y a 6 personnes dans l'équipe Bah, là, on est à et plus de donc 200 là, là maintenant. aujourd'hui plus de 200, OK, OK. Ça ouais, ça a augmenté, OK. Aujourd'hui, vous êtes 6 dans l'équipe, donc comme tu me disais. Comment tu scales ça? C'est quoi les limites de ce genre de business model où on a une offre forfaitaire, où en fait, elle est maîtrisée. Tu sais combien de temps tu mets à la délivrer, tu sais combien de temps tu as en marge nette. Dessus, tu peux rouler des ads, tu peux faire plein de choses. Tu maîtrises cette offre-là, c'est pas du custom. Ouais. Alors, très bonne question. Hem, Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut maîtriser son coût, faire comprendre aux prestats aussi, parce que moi, le premier problème que j'ai eu, c'est trouver les prestats. Le prestat, quand tu le recrutes, il te dit: «Ouais, mais moi, je vois que sur le site, tu le vends à tant, donc moi, je prends tant». Mais en fait, il y a pas que le coût du design, en fait, qu'il faut prendre en compte. Par exemple, tu as vraiment, toute la partie, la stratégie d'acquisition, donc comme tu disais, avec le marketing, que ce soit la création de contenu, faire les appels, faire du Mmh. setting, donc discuter avec les gens, répondre à leurs questions et en fait ça, Les outils, tous les services que tu suivant le payes prix de en ton propre offre et aussi. tout, en fait, ça peut te plomber ta marge. Ouais, c'est ça, les outils, la charge fixe, hem et en fait, ça qui est compliqué, c'est je pense de recruter quand tu veux scaler, c'est plus dur et après d'avoir des gens qui comprennent en fait, pourquoi ça peut être bien comme modèle. Par exemple, moi ce que je dis aux freelance, c'est que, bah, je les paye à la commission. À chaque fois que je ramène un client, il y a un pourcentage en fait qui est distribué de manière, fixe à chaque fois et en fait, c'est facile déjà d'un point de vue comptabilité et c'est facile quand on onboard, quelqu'un en fait de lui expliquer, le schéma actuel. Hem Et l'avantage, c'est que quand tu as tellement processisé le truc, là, c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux expliquer aux gens de ton équipe que, bah, voilà, si tu es capable d'en faire 3 par jour, par exemple, bah, tu as un TJ, même plus qu'intéressant, tu vois? Donc, C'est ça. après, c'est le seul problème, c'est que là, il faut ramener suffisamment de volume pour pas que les prestats, cherchent autre chose en parallèle. Donc en fait, c'est ça le truc compliqué, c'est
le recrutement, faire comprendre, en fait, tarification, parce que tu es une agence et il faut suffisamment marger, en fait, au début pour qu'elle vive, parce que sinon tu peux rien réinjecter en acquisition. Les gens pensent, en fait, que c'est bon, tu prends, par exemple, 50-50 sur une offre, que c'est 50 dans ta poche et 50 dans la tête du enfin, dans la poche du prestat, mais c'est très loin de la réalité. Heu, c'est que derrière, moi, j'ai réinvesti, j'ai pas gagné d'argent pendant plusieurs mois avec Attract parce qu'en fait, tout simplement, l'argent que je rentrais, c'était pour réinvestir, en fait, dans de la stratégie, dans me former, dans les tests sur les ads, dans le Ah, recrutement, mais les c'est ads sur le obligatoire. recrutement, dans mon site, parce qu'en fait, OK, certes, on l'a fait en interne le site, mais bon, je le paye le prestat, tu vois? Il me fait pas gratuit, il me dit pas: «Hey Joanne, Ah oui, c'est ça. mais» Ça, la donc des fois, vidéo, le tes motion prestats, ils sont design, tout contents ça. de c'est ça. Des fois, tes prestats, ils sont contents de travailler avec toi, ils sont dans la même barque et tout, donc des fois, ils te font des gestes. Ils t'aident, sur certains trucs sans te facturer, mais la plupart du temps, enfin, faut pas rêver, ça passe quand même par, faut rémunérer ses équipes, enfin, C'est ça. ça, c'est la première grosse difficulté et après, moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis sur un prix qui est pas trop enfin, il est pas excessivement cher, mais pour, la majorité du commun des mortels, c'est cher parce qu'ils comprennent pas, en fait, toute la valeur qu'on embarque dedans. Pour eux, je fais juste, une bannière, designée quoi, donc ils peuvent aller sur Fiverr, mais ils ont vraiment rien compris. Donc en fait, c'est dur de leur faire comprendre ça, donc ça passe par, l'éducationnel, tu vois? Genre faire du contenu là-dessus, faire des lives, heu, rabâcher, expliquer qu'il y ait d'autres personnes qui aient des résultats, voir les résultats. Donc ça, c'est le truc un peu chronophage et je sais pas si je vois autre chose, tu vois? Genre, c'est des trucs vraiment chiants. Ah oui, je suis pas assez cher non plus. Donc en fait, je suis pile poil dans un entre-deux. Je pense que c'est là où la plupart des gens meurent, en fait. C'est parce qu'en fait, ils sont pas assez chers pour pouvoir, heu, vraiment réinvestir sur eux et scaler, tranquillement, tu vois? Genre avoir peu de clients, mais être suffisant, en fait, en termes de volume pour vivre. Mais Ouais. un peu trop cher pour faire beaucoup de volume, tu vois? Et moi, j'ai constamment Ouais, je vois. augmenté mes prix pour, valider le marché et parce qu'en fait, si je restais sur des prix bas, c'était impossible de tenir avec la qualité que je délivrais, donc j'aurais été obligé de payer des gars en Inde, tu vois? Genre pour faire le travail à la place, si c'était le cas et moi, je veux du premium, donc en fait, je veux pas aller, vers je descends les prix. Ouais, je vois. Ouais, c'est le donc soit tu vas vers du un peu cet aspect luxe, où tu as une offre qui englobe peut-être plus de choses et qui est plus chère donc, qui te permet de signer moins de clients, mais d'augmenter à la fois tes revenus, mensuels avec ça, d'avoir une plus grosse stabilité, plus de visibilité sur tes rentrées, plutôt ou sinon tu passes dans vraiment de l'industrialisation comme l'a fait Louis Key, comme tu l'as mentionné, qui est un service qui vous permet de créer des logos à genre 300-400 € avec des retours Ouais, illimités. Sauf qu'en fait, ça c'est des serait mecs pas qui sont, je sais pas, ils sont pas en Inde, mais je sais plus dans quel pays ils sont. Il a monté son équipe de lui, designers il là-bas est en et Géorgie je sais qu'il a le customer support qui est en Géorgie, il a, des designers en Ukraine ou en Russie, je crois. Il donc a une voilà, équipe, il a internationale. du monde un peu, et ça lui permet d'avoir des coûts, très faibles au niveau des équipes, qui lui permet d'avoir toujours une rentabilité et d'aller chercher un volume, en fait, parce que tout est systémisé. Donc il y a et là, ouais, aujourd'hui, tu as été dans cet entre-deux, mais petit à petit, tu es en train d'en sortir. C'est un Ouais, j'ai travail commencé de longue bas, haleine. en fait, pour valider déjà l'offre, en fait. Mmh. Au début, tu valides l'offre, en incorporant enfin, par exemple, je l'ai incorporé dans mon accompagnement pour pas que les gens, ils se disent: «Je vais le dépenser», mais du coup, pour avoir déjà un premier retour avec eux et des premiers résultats. Après, j'ai vu que ça intéressait des gens en dehors de l'accompagnement, du coup, j'ai vendu assez bas et en fait, j'ai fait augmenter, jusqu'à que ça soit vraiment rentable pour moi parce qu'au début, en fait, je perdais de l'argent, en fait, limite quand je signais des gens. Ouais, ouais, je vois. Mmh Et quand j'ai lancé le et premier mois en mode, vraiment, j'ai stabilisé, l'offre parce que je testais au compte-gouttes, juste avant pour valider que c'était bien mon truc. Bah, le premier mois quand j'ai dit: «C'est bon, let's go, je lance ça», bah, oui, effectivement, là, j'ai fait pas mal de marge. Enfin, pas mal de marge. J'ai fait pas mal de chiffres, j'avais 50 de marge, quand j'ai fait 15K. Maintenant, j'ai augmenté ma marge, mais je suis aussi un peu plus cher. mmh, Donc j'ai OK augmenté le prix de mes prestats. et ouais. Bah, nous, c'est un peu ce qu'on fait au final chez Piclab. Donc là, on a lancé notre offre. On fait du coup, un site plus le SEO automatisé. On livre la prestat en 21 jours. Donc nous, c'est pareil, il y a du monde dessus. On a un designer,
on a, un développeur qui s'occupe de la partie intégration. On a une autre personne, du coup Farid, qui est CTO de la boîte de Python, mon associé, qui lui s'occupe de toute la mise en place sur les serveurs, parce qu'il a une grosse casquette, DevOps. Et on a le développeur qui intègre les maquettes et qui va aussi mettre en place toutes les automatisations, tout notre workflow N8N qui permet du coup, de générer en automatique tout ce qu'il faut pour, péter sur, Google et être bien référencé. Même, on a toute une stratégie sur le GEO. Donc tout ça, c'est ensemble, c'est une seule offre, quoi. Et et ça, nous, on est en train de faire le shift dessus. Donc on a commencé à lancer des ads. On a vendu une première offre à un groupe suisse, donc très, très intéressant, tu vois? Et c'est ça, en fait, on l'a fait pour nous. On a eu des super résultats. J'ai eu un prospect qui est venu pour une refonte, donc ce client suisse. Je lui ai présenté ce qu'on a fait pour nous. Il m'a dit: «Je veux la même chose», tout simplement. Donc Trop en bien. fait, quand tu as déjà des résultats, Ça, c'est ce qui déjà, marche le mieux, ça. tu fais pour toi, c'est ça, ouais, ça marche tout seul. Je m'y attendais pas, en fait. L'offre était pas du tout productisée, j'avais pas de prix, j'avais rien à lui donner. Genre vraiment, je lui ai dit: «Bah, voilà, nous, tu vois, on est capable de faire ça, ça, ça». Il me dit: «Ah, beh, je veux pareil». Donc bah, on s'est vite réunis pour essayer d'estimer combien on pouvait facturer et cetera, le temps de chaque tâche. Parce que quand tu le fais pour toi une première fois, tu es dans une phase de découverte, c'est pas pareil. Voilà. Donc là, on l'a fait, on est en train de le faire une deuxième fois sur ce client-là. On avance avec lui et là, on lance des ads pour essayer d'avoir cette offre-là qui sera un peu la tête de proue de notre agence. Parce que, bah, le custom, en dev, donc on fait beaucoup de donc nous, on développe des SaaS comme tu le sais, comme tu l'as fait toi aussi avant. On développe des SaaS, on développe des agents IA, on développe, voilà, des applications comme ça pour nos clients. Sauf que d'un point de vue business model, si on veut continuer à croître, il va falloir qu'on recrute à chaque fois une personne. Parce qu'une personne, quand on la met sur un chantier, sur une app, elle est plafonnée à son temps, en fait. Sauf peut-être qu'avec l'IA, on va Ouais. peut-être pouvoir lui faire, bientôt, 2 projets en même temps. Donc elle Ouais, ga t'as un on petit générera levier, 2 mais fois c'est quand plus et même elle ouais, c'est ça, c'est quand même plafonné sur le c'est temps de ton réduit. prestat. Mmh. C'est ça, exactement. Et l'avantage du coup, on a cherché à productiser une offre parce qu'on sait qu'avec ça, c'est ce qui va nous permettre, d'augmenter la rentabilité de l'entreprise sans forcément avoir besoin de recruter et comme c'est nous ce qu'on on véhicule beaucoup auprès de nos clients et qu'on essaie de mettre en place chez eux, on essaie de le faire en 1er pour nous. Et bon, pour l'instant, c'est quand même plutôt bien parti. Maintenant, la question c'est, hem, quand tu es dans cet entre-deux, que tu sais que voilà, tu dois aller chercher ce produit, tu dois formaliser une offre. C'est quoi pour toi les étapes clés un peu à respecter pour y parvenir avec le moins de casse possible? Donc si tu peux reformuler, la question, c'est, comment trouver une offre qui fonctionne tout de suite sans faire 36 allers-retours ou galérer pendant longtemps en gros quoi, c'est ça? Ouais, en gros, sans trop galérer parce que c'est pas facile. Productiser un service, c'est pas facile. Ouais. J'avais posé la question de ça comme ça, sans trop galérer en fait, c'est compliqué parce que, je pense que tu es quand même obligé d'aller, un peu dans la galère avant de trouver vraiment un vrai besoin. Tu vois ce que je veux dire? Hem, Ouais, Moi typiquement, je me suis pas levé un matin en me disant, «L'agence LinkedIn, c'est, pour refaire des profils, c'est la meilleure idée du siècle» et j'avais même plutôt tendance à avoir les retours inverses. Les gens me disaient: «Tu es complètement fou de faire ça». Donc ça, c'est venu parce que, bah, j'ai expérimenté LinkedIn pendant 2 ans avant et j'ai eu de l'accompagnement. Donc là, j'ai senti qu'il y avait un petit shift à faire et à tester. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, bah, pour éviter de me casser les dents, je me suis pas dit: «Allez, je vais développer la LP et tout ça». Bah, je propose déjà ce service en interne dans mes accompagnés. Je vois ce qu'ils en pensent, ce que ça leur apporte et après ça a attiré d'autres personnes qui m'ont dit: «Ah, tu ferais ça à combien?» et cetera et là, j'ai commencé à en créer une offre et dès que j'ai vendu, en fait, l'offre packagée et cetera, oui, là, ça marche tout de suite parce qu'il y a eu, cette petite phase, avant. Là, par OK. exemple, Ouais, je vois. je travaille sur un SaaS. Je me suis pas dit je dis pas ce que c'est, mais, en gros, ni avec qui je le fais, mais je me suis pas dit: «C'est la l'idée du siècle». Je me suis dit: «OK, là, il y a quelqu'un qui me dit: "Il y a un réel besoin, il a énormément de gens qui ont ce problème-là et qui demandent une solution et il y en a pas. Bah, let's go, en fait». On teste rapidement, donc on va faire un truc, dégueulasse,
Je vais pas le brander de ouf et tout, je veux juste un truc qui marche. On teste tout de suite, le plus vite possible, donc avec l'IA, on peut le faire. Si on voit que ça prend, que ça répond au problème, on ajuste avec les feedbacks des users. On n'attend pas, 2 mois d'avoir la solution parfaite ou 6 mois comme j'en vois certains faire, en se disant: «Je développe la solution parfaite», en fait, elle répond à rien. Donc en fait, pour moi, si vous voulez être sûr de moins vous manger, en fait, le mur et me casser les dents, c'est de savoir, en fait, quel est le problème de vos clients ou des clients de quelqu'un, en fait, que vous côtoyez et de savoir répondre à ce problème-là et après, vérifier que c'est un truc, qui est général, quoi. Genre, c'est pas juste, isolé et dans ce cas-là, oui, on peut commencer à avoir une stratégie marketing, faire de la visibilité, du volume et après évoluer et améliorer son produit. Et ça peut même passer par, pour pas se casser les dents, c'est tu fais une LP où tu présentes ton offre, Ouais. tu l'as même pas faite l'offre, tu lances Mmh. des ads dessus, tu vois si ça mord ou si ça mord pas, Ouais. si tu peux te permettre de cramer du budget. Heu et là, tu valides ton Ne truc. serait-ce Si que ça capter marche pas, des bah, tu emails, testes autre chose. Ouais, c'est ça. Et tu vois qu'il comme y a un tu disais au intérêt. début, ne Donc, serait-ce que au capter, moins des ouais, mails. faire un pré-launch. Mmh. Voilà, au Ouais. moins, une prévente avec des mails, heu, enfin une prévente, tout court avec la CB, c'est mieux. Sinon les emails à minima, si tu as pas de mail de base, si les gens sont pas capables de te donner un email gratuit pour ce que tu proposes, c'est que c'est pas assez sexy. Soit ils ont pas compris ce que tu fais, soit l'offre elle est juste pas ouf, tu vois? Ou c'est pas une douleur. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont te dire: «Ouais, j'ai un besoin», mais en fait c'est pas forcément une douleur, tu vois? Genre, hem, Ouais. faut vraiment que pour que ça C'est ce qu'on marche appelle un vraiment. besoin un truc vitamine, quoi. Ouais, C'est un ouais, c'est truc ça, ouais, qui c'est pas ouf, mais c'est pas un projet vitamine, c'est un projet, où, tu réponds réellement à une problématique qui est douloureuse. En gros, comme on dit, c'est problème, douloureux, urgent, reconnu, dur, en gros l'acronyme et ça, c'est très important. Si tu es pas capable d'identifier ça et d'analyser ça, ton projet, c'est sûr qu'il va se manger un mur. ouais. Donc, c'est un peu Si tu vague, devais ma donner réponse, un s mais ah voilà. bon? Moi, c'est de toute façon, c'est difficile de ce genre de questions, c'était assez difficile de répondre avec une méthodologie précise. Là, maintenant, avec une présentation, un PDF, suivez la méthode Joanne, c'est une offre productive, Non, en fait, il y a compliqué. pas de magie. Hem, ouais, il y a pas de magie, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Si tu devais donner un seul conseil à un dirigeant là qui nous écoute et qui veut générer des leads via LinkedIn, c'est quoi? Pas travailler la base déjà, le profil. C'est-à-dire avoir un profil où qu'on comprend en moins de 3 secondes. Si, vous demandez à votre voisin, je sais pas, à quelqu'un de votre entourage, d'aller sur, votre profil LinkedIn, d'expliquer en moins de 10 secondes ce que vous faites, s'il est pas capable de le faire, c'est que, bah, c'est pas bon. Déjà premier truc, heu et de vous dire: «Est-ce que moi, si j'allais sur un profil comme le mien, est-ce que j'aurais envie d'acheter chez mon concurrent?» Tu vois? De manière complètement honnête et transparente. Qu'est-ce qui fait, en fait, que les gens, vont signer chez d'autres, en fait? Genre avoir une connaissance un peu de ce qui se fait sur notre marché. Et donc ouais, c'est travailler le profil parce qu'en fait, peu importe si tu Top, crées du top, top. contenu, si tu fais de l'outreach, envoyer des messages par DM et cetera, il y a un moment donné, le gars, il va sur ton profil et il décide ou pas de prendre rendez-vous ou d'envoyer un message. Donc si ton profil, il est éclaté, en fait, au final, le bout du tuyau, tu as beau faire les efforts que tu veux, ça marchera jamais. Voilà. Ouais, ouais, c'est un ensemble, un ensemble et ouais, d'ailleurs, même moi, j'ajouterais que quand les gens, ils vont venir sur votre profil, ils vont regarder, donc soit vous, votre objectif, c'est de les amener en appel. Là, très bien, vous mettez un lien de calendrier avec une très belle image, faite par Joanne sur vos liens de sélection et si c'est pas le cas et que vous voulez que, bah, par exemple, ils aillent sur votre, SaaS ou votre site que vous, qui présente vos produits et vos services, bah, à ce compte-là, il vous faut un bon site, et si possible, du coup, faire en sorte que ce site, comme je l'ai expliqué avant parce qu'un site, en fait, c'est bien, c'est comme ce que tu dis, en fait. Si tu fais juste un profil LinkedIn simple qui est beau, même avec toi, mais derrière tu vas pas créer du contenu, tu vas pas engager avec des gens, tu vas pas envoyer de messages. En fait, c'est bien, c'est déjà un bon asset que tu as acquis, mais ça fera pas le travail tout seul et en fait, tu es qu'à peut-être 20 d'exploitation du potentiel de ce profil-là. Tu vas atteindre les 100 uniquement quand tu vas commencer, en fait, à créer du contenu et à échanger avec des personnes qui interagissent avec ce contenu-là et même aller faire de l'outreach et aller chercher des personnes en dehors, de ton réseau. Et en fait, pour un site, c'est pareil, c'est le même principe. C'est-à-dire que même si tu fais un beau site,
Si tu ramènes pas de trafic dessus et que ce site est pas là, est pas pensé pour convertir ce trafic-là, n'est pas pensé pour te ramener, te faire connaître, te faire découvrir auprès des gens sur Google, bah, en fait, il n'y a que 20 d'efficacité par rapport à ce qu'il pourrait. Donc nous, c'est pour ça qu'on a monté cette offre, donc de site plus SEO parce que, bah, pour nous, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on l'a fait direct chez nous. Parce que, faire un beau site, c'est pas ça qui va faire qu'on va signer les clients au quotidien, tous les jours. Faire un beau profil LinkedIn, c'est pas ça qui va juste suffire. Il faut vous sensibiliser à tout le reste, c'est essentiel. Ouais, c'est un tout. Comme tu dis, c'est du trafic, qu'il faut ramener sur le profil, mais ou sur le site. Et en fait, derrière, ce qui convertit, c'est pas le design. Le design est un support pour asseoir l'autorité et donner une image plus premium de ce que vous faites. Mais ce qui va convertir, c'est le copy. Donc le copywriting, c'est la rédaction, comment vous allez penser à le choix des mots pour que la personne, elle se dise: «Oh putain, c'est bien mis en avant, je comprends ce qu'ils font et en plus, ça répond à mon problème et ça en fait, ça me crée de l'émotion». Parce qu'en fait, ce qui vend, c'est de l'émotion et c'est ça qu'on va aller chercher avec des textes, peu importe sur les canaux auxquels on est. Donc il faut adapter bien évidemment le texte aussi à l'endroit où enfin, tu sais qu'il y a une certaine typologie de clients qui vont arriver dessus, donc en fonction de qui tu amènes sur ton site. Parce qu'il y a un truc qui est important à se dire, c'est que le SEO, OK, ça prend du temps, c'est comme la création de contenu, ça prend du temps, mais une fois que c'est lancé, c'est Mmh. super puissant et ça fait que grossir et sachez que quand vous faites des Pardon? ads, non seulement, bah, les gens vont taper, des recherches après sur vous parce qu'en fait, ils ne vous connaissaient pas, donc c'est un trafic froid. Vous allez les réchauffer beaucoup plus vite si vous avez plus de points de contact au travers des différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux ou, le trafic organique, les blogs, le SEO et cetera. Ça vous allez renforcer la confiance, donc vous allez rapprocher la personne le plus vite possible dans un cycle d'achat chez vous et le problème des ads aujourd'hui, c'est que ça coûte quand même un bras et c'est quelque chose qui repose sur les enchères. Donc en fait, si vous êtes moins bon que les autres et que vous avez pas bien travaillé tout le reste, bah, vous allez forcément payer plus cher vos leads parce qu'il y aura moins de leads qui vont passer à l'action. Ça, c'est un premier truc et quand vous pensez à toutes les visibilités que vous pouvez faire avec le SEO ou, un bon positionnement sur les réseaux sociaux avec des bons mots-clés, du bon wording, une belle vitrine, bah, vous allez payer beaucoup moins cher au final vos ads parce qu'en fait, les leads vont passer beaucoup plus vite à l'action et seront plus confiants. Mais il y a un autre effet aussi, c'est que tout le trafic que vous allez générer qui est pas vraiment gratuit parce qu'en fait, vous avez travaillé en amont pour avoir ce trafic-là. Mais à côté des ads, il est gratuit. Donc si LinkedIn, tous les jours vous permet d'avoir, 500 à, 50 000 impressions par jour sur des posts, pareil pour YouTube, sur des trafics un peu plus longs et moins, qui se périment moins vite, bah, vous allez voir que l'équivalent de ce que vous avez généré en organique sur du trafic beaucoup plus qualifié et beaucoup plus chaud, ce que ça vous coûterait en ads, ça serait assez astronomique. Moi, ce que je fais comme visibilité aujourd'hui, sur LinkedIn, un post que je fais tous les jours me coûterait 300 ou 400 balles en ads, en termes de visibilité. Donc ça veut Ouais, dire que je je pareil là, pour je moi. claque Mmh. actuellement avec LinkedIn 400 balles par, jour. J'ai pas envie de mettre ce 400 balles par jour aujourd'hui en ads, tu vois? Genre, clairement pas. Je devrais d'ailleurs, mais le ratio de nombre de vues, conversions qu'on fait en organique par rapport à ce qu'on paye sur Meta, quand on commence à faire des ads, on s'en rend compte en fait de l'importance de l'organique. Voilà, ça je voulais ajouter et les 2 sont très complémentaires. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Bah, tu vois, moi, si je regarde un peu là aujourd'hui, nous, ce qu'on fait sur la partie du SEO, heu, on est bientôt à 2000 clics par mois. Ça fait C'est ouf. un peu moins de 3 mois qu'on a commencé, sachant que nous, on est parti du coup, d'une landing page simple. On n'avait, rien d'autre. C'est-à-dire qu'on avait qu'une seule page et à partir de début janvier seulement, donc ouais, on est 18 mars, ça fait pas encore 3 mois, on a commencé à travailler vraiment notre SEO, donc à faire toute une architecture qui favorise ça et bah, le trafic qu'on a sur le site, de personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, les appels que ça déclenche, les entretiens, la confiance que ça fait que ça fait permet d'accroître, pour les gens qui viennent de LinkedIn, par exemple, justement, comme tu me disais, bah, c'est énorme. Si on devait dépenser tout ça en ads, moi, de mon côté, entre ce que j'ai avec mes différents réseaux sociaux, donc X, LinkedIn, YouTube et du coup le SEO, je suis facilement, sans mentir, et sans inclure les comptes de mon associé, donc Fahari, je suis à plus de 1 000 € par jour d'ads, c'est sûr, Mmh. pour arriver à autant de visibilité. Parce que là, par exemple, cette semaine sur LinkedIn, je suis à 120 000 impressions. Heu, j'ai fait, plus de ce mois-ci, 2 ou 3 000 vues sur YouTube. Sur X, c'est
c'est beaucoup plus gros, je suis à 300 ou 400 000 impressions, mais c'est pas la même qualité et en fait, si, je devais du coup mettre tout ça Là, en tu ads, bah, cumules ce tout serait, ça, ouais. voilà, Mmh. c'est ça, Ouais, c'est exactement, clair, exactement et c'est clair. comment ça s'appelle? Sur les 3 derniers mois, par exemple, sur le SEO, je suis à 250 000 impressions, donc et ça fait commenter. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de voir ça comme des assets, long terme, comme un peu de l'immobilier, quoi, en fait. Vous allez Ouais, gagner au fil du temps qui va passer, de la constance, vous allez gagner énormément. surtout c'est des paniers dans lesquels vous mettez vos œufs, c'est des paniers différents. Vous êtes ban sur C'est ça. LinkedIn, vous avez, Exactement aussi, d'autres, ouais. leviers, tu vois? Mmh. Ouais. Inversement, les ads, du jour au lendemain, je sais pas, vous faites striker votre compte parce que vous avez fait, des ads, qui respectaient pas les conditions générales, bah, vous avez toujours votre organique et inversement. Et en fait, c'est ça qu'il faut voir et en fait, je pense que 90 des business ne reposent que sur un seul pilier et notamment les gens, c'est le bouche à oreille, quoi et en fait, ils ont un réseau éclaté, mais ils sont que sur le bouche à oreille Ouais, et c'est pour c'est ça le clair. network, Heu, c'est important. ouais, trop important. Bah, écoute, merci Johan pour tout ça. On a couvert pas mal de sujets. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? LinkedIn Vous forcément, pouvez me spoiler. Ouais, exactement. Sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur le site, attract.agency, donc ATRAKT, heu donc déjà il y a toute cette partie-là de l'agence là qu'on fait, c'est Attract. Moi, je suis dispo aussi sur, YouTube, donc il y a le handle du compte, c'est, Johan Code, JOHANCODE et c'est sur YouTube, donc j'ai un peu d'abonnés aussi dessus. De toute façon, je mettrai les liens, ouais. Hem Ouais, voilà. Donc en fait, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur YouTube et en faisant appel à nos services aussi sur Attract. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur, le dev, l'automatisation, l'agence et cetera, bah, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je répondrai avec plaisir. Top, top, top. Bah, merci beaucoup en tout cas, tu nous as donné beaucoup de conseils. Merci pour ton expertise sur LinkedIn. Je pense que ça va éclairer pas mal de monde. Est-ce que justement, tu as un dernier mot, un mot de la fin pour les fondateurs, les dirigeants d'entreprise qui nous écoutent et qui auraient peut-être des dernières barrières à lever avant de se lancer sur LinkedIn? Ouais, en gros, très bonne question. Dernier mot de la fin, donc n'attendez pas demain pour commencer. Faites. En fait, juste vous allez améliorer le contenu au fur et à mesure. Faut juste pas attendre, faut faire grossir, c'est les intérêts composés qui vont vraiment vous permettre de réussir et le réseau, hein. Donc en fait, ça va vous amener du réseau, mais en fait, constamment aller contacter, des gens et encore mieux si c'est en physique, faire des workshops, des conférences, des salons et enfin, tous les endroits où il y a des entrepreneurs qui font la même chose que vous, pas enfin, hésitez pas à faire des appels visio. Moi, j'ai un moment dans la semaine où c'est du network. Je sais que j'ai une demi-journée où je fais des appels, c'est que du réseautage. Hem, je suis pas le seul à le faire, c'est un gros cheat code parce qu'en fait, tu vas grossir plus vite ton compte, mais en plus de ça, ton réseau, organique, heu, va être, un gros levier, en fait, pour te propulser. Tu vas avoir des partenariats et en fait, c'est les 2 trucs, tu vois, genre, qu'il faut vraiment faire, c'est ne pas attendre et jamais s'arrêter de faire du network. Voilà. Top, top. Ben, merci à toi. Merci à toi pour ce dernier conseil et qui, je pense, est en or parce que le réseau, c'est vraiment la clé, surtout à l'heure de l'IA où tout le monde veut envoyer des trucs automatisés sans comprendre ce qu'ils font. Donc, on a du slop AI partout, sur toutes les plateformes. Avoir des échanges authentiques, ça a beaucoup de poids. Connecter avec les gens, ça a beaucoup de poids, donc faut pas le négliger. Donc si cet épisode vous a donné une idée, et que, ça vous donne envie d'aller creuser certaines pistes sur la partie LinkedIn, moi je recommande vraiment Johan. Il nous a accompagnés sur cette partie-là et je bosse encore avec lui, régulièrement. Si vous avez des questions, je vais mettre en lien tous les endroits où vous pouvez le contacter, comme il l'a mentionné juste avant. Et sinon, merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se rejoint pour le troisième épisode avec un nouvel invité où là, on abordera des sujets un peu différents. Voilà, j'en dis pas trop. Connectez-vous aussi sur LinkedIn et X, abonnez-vous à mon compte. Comme ça, je vais teaser un petit peu le troisième invité qui viendra. Merci à vous et passez un bon moment. À bientôt. Salut, ciao.